ce nouvel épisode, un des tout derniers de l'année 2022, on a le plaisir de vous proposer un nouveau rapport de voyage psychédélique. Celui d'un homme évoluant dans un monde en pleine mutation et qui fait le choix, au cours d'une expérience d'ayahuasca, d'explorer la nature de la masculinité, de la féminité, de l'amour, de la sexualité et d'in fine de son nouveau rôle de père. C'est une histoire qui s'écoute au calme, en toute intimité, préférablement avant de s'endormir, alors baissez les lumières, installez-vous confortablement, munissez-vous d'un casque. N'oubliez pas que la Gazette de l'Abîme est une chaîne indépendante qui n'existe que grâce à sa communauté que vous pouvez rejoindre sur notre page Tipeee, que nous avons une boutique Etsy dans laquelle vous pouvez trouver toutes sortes de petits cadeaux psychédéliques à offrir à vos proches pour Noël, ainsi qu'une page OpenSea sur laquelle vous pourrez découvrir notre collection d'œuvres numériques. Alors si vous en avez envie, fermez les yeux, détendez-vous et laissez-vous aller dans ce nouveau voyage vers l'arrière-monde. C'est parti. On l'avait voulu, cet enfant, depuis quelques années désormais. Lorsque l'on était allongés tous les deux sur un lit, en été, à l'ombre, quelque part en Toscane, on se l'était dit. Viens, on fait un bébé. Et ce que j'avais jusqu'ici regardé comme un simple usage des fonctions reproductrices d'un être humain, un événement somme toute banal que le postmodernisme avait presque rendu ridicule, s'était avéré être un événement d'une beauté sans faille. Un tournoiement d'émotions, de joie, le sentiment du sol qui s'effondrait sous nos pieds alors que l'on comprenait que tous les deux, on venait de transcender tout ce que l'on avait connu jusqu'ici, et que l'on avait fait quelque chose qui nous dépassait. Mais comme je commençais à le comprendre au début de ma trentaine, il n'était pas d'événement solaire sans sa part d'ombre. Ce qu'on n'avait pas envisagé, ce que peu de personnes ont l'air d'envisager malgré toutes les mises en garde de tous ceux qui ont été là avant nous, c'est que oui, on avait fait quelque chose qui allait nous dépasser. Une chose que nos épaules n'étaient pas encore prêtes à soutenir et qui ne tarderait pas à nous exposer à la fragilité de celles et ceux qui font un enfant. La fragilité du couple pour commencer, qui d'une relation amoureuse mute en une cellule familiale qu'il faut désormais faire survivre, vivre, puis prospérer. La fragilité du corps de celle qui a donné la vie et qui semble désormais en manquer. Les cheveux qui tombent, le manque de repos, de douceur, le poids écrasant des nuits sans sommeil, des journées de travail de 10 heures, 6 jours par semaine, pour aligner les revenus sur les nouveaux besoins d'un foyer en bordel permanent, l'isolement, les tensions, et puis les disputes. L'évier est encore bouché. Dans notre cas, cette situation compliquée survenait lors d'une période particulière. Une période faite de mutations qui prenait la forme de mouvements sociaux dénonçant les abus des hommes faits envers les femmes, des puissants envers les faibles, et dont découlaient souvent dans notre couple des conversations houleuses, où chacun devait réévaluer des décennies de compréhension, et qui semblaient mettre sans dessus-dessous la façon dont la relation amoureuse avait été tissée jusqu'ici. Une relation finalement assez binaire, clairement établie entre les filles d'un côté, biberonnées aux princesses puis aux comédies romantiques, et de l'autre les garçons, depuis les armes factices de leur enfance jusqu'à la pornographie de leur adolescence. D'un côté comme de l'autre, visiblement, on avait tous été floués, trompés sur la marchandise par des décennies de conditionnement qui aboutissaient désormais à un cul-de-sac duquel plus personne ne semblait tirer le moindre avantage. Et réévaluer, franchement, pourquoi pas, mais dans ce contexte, c'était trop dur. On était trop épuisés. Et c'est dans ce contexte d'épuisement généralisé que se présentait à moi une prochaine cérémonie d'ayahuasca, que j'avais bookée quelques mois plus tôt et qui, à mesure qu'elle s'approchait, générait en moi plus de peur et d'appréhension qu'autre chose. Très tôt dans ma vie de psychonaute, j'ai décidé de me montrer vocal, de parler à mes amis et à ma famille de mes expériences psychédéliques. Par goût de la provocation, diraient certains, et ils auraient peut-être en partie raison, mais ce goût-là ne remettait pas en question un autre élément, probablement plus important encore. À mes yeux, les psychédéliques avaient perdu tout leur caractère subversif lors de ma première cérémonie d'ayahuasca. Depuis cette expérience, je considérais chaque absorption, chaque toma, comme un acte thérapeutique,
une façon de remettre mes compteurs mentaux à zéro, de dissoudre dans mon esprit toutes les croyances parasites qui m'empêchaient de m'accomplir en tant qu'individu. J'y voyais également un périple chamanique dans ma propre psyché, une façon de partir à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Et le moins que je puisse dire, c'est que jusque-là, mes explorations s'étaient toujours avérées satisfaisantes. Mais ce n'était pas forcément l'avis de mon entourage, qui pour la plupart ne connaissait la question des psychédéliques que par mon expérience rapportée. Et ma famille, ma femme et mes amis se montraient assez réticents à l'idée de me voir partir pour 3 nuits de transe hallucinée, alors que mon bébé n'avait même pas 1 an. Moi-même, je commençais à douter. Pourquoi est-ce que je fais ça en fait ? Personne ne fait ça en fait, sauf moi. Je sais pas moi, il vaudrait peut-être mieux partir en week-end romantique, partir en thalasso avec ma femme. T'as largement passé l'âge de te droguer, t'as largement passé l'âge de te défoncer. L'ayahuasca c'est hyper dangereux, il y a encore un touriste qui en est mort la nuit dernière. Tu sais vraiment ce que t'avales ? Tu sais vraiment ce qu'ils mettent dans la potion ? C'est pas sérieux mec, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le doute était bien là, mais l'envie était trop forte. Alors j'y suis quand même allé à cette retraite, faite sous le manteau, entre initiés, avec l'espoir que, au-delà de mes appréhensions, se trouverait un moment de répit. Et pourquoi pas un enseignement qui m'aiderait à mieux envisager l'avenir que ce dont j'étais capable à ce moment. Un soir de mars, j'arrive donc dans une bicoque isolée en Bretagne, accompagné de quelques connaissances que je suis heureux de retrouver, ainsi que d'autres visages parfaitement inconnus. Arrivé 19h, présentation 19h30, et vers 20h30, je suis assis devant le maître de cérémonie, prêt à avaler le breuvage avant de retourner m'asseoir à ma place. Pour cet événement, j'avais formulé plusieurs intentions qui entraient en résonance avec la situation dans laquelle je me trouvais. La première de ces intentions, c'était d'explorer la libido, la puissance sexuelle originelle. Les mouvements sociaux qui dénonçaient les abus sexuels sous toutes leurs formes, la transformation de mon couple, ma nouvelle posture de père mettaient en lumière le fait que je ne comprenais plus distinctement ce qui constitue un rapport juste et sain entre les hommes et les femmes. Dans cette période trouble, propice à toutes sortes d'injonctions contradictoires entre le respect dû à l'autre et l'esprit de conquête primordial dans une société de concurrence, il ne restait de l'énergie sexuelle qu'une image superficielle, distordue par la masse de contenu à tendance pornographique, par les fausses idoles qui inondaient Internet. Dans l'intérêt de mon couple, en tant qu'homme, ma première intention était donc de retrouver une connexion plus forte, plus claire avec l'énergie sexuelle originelle, afin de mieux la comprendre et de mieux l'honorer. Ma seconde intention, en résonance avec l'état de fatigue avancé dans lequel je me trouvais, était tout simplement d'avoir un moment de soin, de répit. Terrifié comme d'habitude devant le breuvage, je suppliais dans ma tête l'ayahuasca. « S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Prends soin de moi. » La gorge serrée, j'avale d'un trait une tasse entière, je me retiens tant bien que mal de vomir, et puis je retourne à ma place. Allongé, les bras en croix et les yeux fermés, dans le silence et l'obscurité, je regarde les minutes s'écouler. Vaguement nauséeux, je commence à percevoir ces désormais traditionnels fractales multicolores, ces symétries lumineuses qui dessinent un paysage subtil et réconfortant, celui dans lequel m'emmènent traditionnellement les psychédéliques. Des motifs aztèques, hindous, nord-américains, une géométrie arabisante, du violet, de l'orangé, baignée dans la luminescence de l'esprit de Noël. Ce qui pourrait sembler être un amalgame grotesque de formes antinomiques se déploie dans mon esprit avec une étonnante rigueur esthétique. Non pas comme une création de mon imaginaire personnel, mais plutôt comme un sens esthétique primordial de l'esprit humain, et dont chaque culture semble avoir réussi à capturer une fraction sur laquelle elles ont construit leur propre style. Et puis, au milieu de ce tableau mouvant, semble se distinguer une entité. Ancienne, féminine et bienveillante, je la sens s'approcher et m'observer. Je crois que c'est elle, celle dont on dit qu'elle se manifeste lorsque l'on boit le breuvage, celle que l'on appelle la madré, la grand-mère, l'esprit qui soigne et qui apaise, invoqué par l'ayahuasca.
Jusqu'ici, je n'avais jamais ressenti sa présence aussi clairement. Mentalement, je l'invite à me rejoindre. Elle s'approche alors et pose sur mon pelvis sa main pour l'enfoncer doucement et profondément dans mon corps ou mon esprit. À ce stade, les limites entre les deux sont souvent poreuses. Elle semble chercher des choses qui n'ont rien à faire là et qui doivent sortir. Elle m'interroge. Est-ce que tu as besoin de ça ? Est-ce que ceci te fait mal ? Est-ce que tu souhaites t'en débarrasser ? Et avec des précautions infinies, elle m'accompagne dans l'identification de ces corps étrangers, puis dans la décision de me séparer de ce qui me gêne, m'irrite ou me fait mal. Et lorsqu'elle a obtenu de moi un accord sans condition, elle m'entraîne vers la purge. Et c'est alors que je me mets à vomir. Ce qui peut sembler dégoûtant ou désagréable, je l'expérimente avec un profond sentiment de compassion. À travers ma souffrance individuelle, j'expérimente celle du collectif, celle que les différents murs sociaux et culturels nous empêchent normalement de percevoir, comme une extension de ma propre souffrance. Mon attention se porte sur ces corps étrangers. Ils m'évoquent des murs. Ils me semblent agir comme des cloisons, des compartiments où l'on range notre histoire, nos souffrances, nos identités, nos croyances culturelles et religieuses, qui nous apportent beaucoup d'aide à ce que tout soit bien rangé, mais qui bloquent aussi l'accès à la lumière et accumulent dans leurs recoins pas mal de poussière. À ce moment-là, l'ayahuasca m'apparaît comme un grand coup d'air frais dans une maison restée trop longtemps cloîtrée sur elle-même. Je repense à ce qu'on dit des psychédéliques, rangés depuis des décennies dans la catégorie des drogues, des substances maléfiques qui détruisent le corps et l'esprit, et j'essaye de mettre en parallèle cette idée avec ce que je suis en train d'expérimenter. Je me dis que les gens se trompent, que ce truc n'est pas maléfique. Au contraire, je le vis comme un soin de l'âme. J'en suis convaincu désormais. Enfin libéré, je retourne m'allonger sur ma couche et vers ces nuées de fractales qui, peu à peu, prennent la forme d'une ruelle, dans la ville, la nuit. C'était il y a très longtemps. On dirait Rome, ou on dirait Athènes. Il semble y avoir une fête quelque part, une célébration, mais là où je me trouve, il n'y a que peu de monde, et la ruelle est excentrée. Je suis une femme, je crois. Je suis une femme, je crois. Je suis jeune, j'ai les cheveux blonds. Je porte une toge rouge, du même rouge que celui de mes lèvres, et me promène seule quand j'aperçois une ombre masculine vêtue de noir qui veut que je la remarque. Je pourrais être inquiète, mais je ne le suis pas. Ce personnage ne semble pas menaçant. Je sens une certaine prédation et très vite, je comprends que je suis sa proie, mais j'ai aussi l'impression que c'est un jeu auquel il me propose de jouer. Cette partie de chasse pourrait nous être profitable à tous les deux. Il sourit, me tourne autour, gesticule et se lance dans une conversation sans le moindre intérêt, feint de tomber, se rattrape, cherche par tous les moyens à provoquer mon attention, mon sourire. Il est un peu gauche, alors je m'en éloigne, et puis j'entends un son qui émane de lui. Je le regarde à nouveau, et sa cape noire s'est ouverte comme un rideau de théâtre sur ses mains qui jouent d'une harpe des notes qui agissent sur moi comme des bras et des mains venant m'enlacer. Par tous les sens, il essaye de me solliciter et peu à peu je me laisse charmer par la chaleur, l'humour, la musique, la douceur et la voracité qui émanent de ce personnage. Qui est-il ? D'où lui vient ce désir d'abattre mes résistances, de me donner envie de m'abandonner à lui ? Sous ces dehors de farceur, derrière ses intentions séductrices, je vois quelque chose de mystérieux, quelque chose d'ancestral. Soudainement, je suis tiré de cette rêverie, rappelé à l'ordre par mon ego qui tolère mal ce genre de mièvrerie sans une bonne dose de cynisme. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Sous l'emprise de l'ayahuasca, mon cerveau semble produire spontanément des romances dignes d'un roman de gare. Je me dis que c'est ridicule, que ça ne correspond pas du tout à mes précédentes expériences psychédéliques, ni à l'idée que je me fais de l'expérience mystique en général. Et pourtant, j'ai beau résister, je dois bien admettre la vive émotion que provoque en moi ce récit. Et c'est alors qu'il me vient une idée. Ce personnage, tout comme la femme que j'incarne et la scène qui se déroule dans ma psyché, je crois que c'est un message qui me vient d'un archétype, plus précisément de Aphrodite, la déesse de l'amour, de la beauté et du désir. Il me semble que, quelque part dans mon inconscient, cette divinité s'éveille pour me transmettre un message, pour répondre à l'intention que j'avais formulée. C'est incroyable. Ces cérémonies m'étonneront toujours. Une telle opportunité ne se gâche pas, alors tant pis pour les moqueries, tant pis pour le cynisme. Pris d'un grand sentiment d'humilité face à elle, j'accepte de me laisser absorber tout entier par cette entité et l'histoire qu'elle veut me raconter. J'accepte d'être mangé, de me laisser me noyer dans l'amour et ce désir projeté sur moi, par ses mots, par ses mains, par son souffle, et une vague de chaleur envahit mon corps et mon esprit. Je vois désormais deux formes, l'une à tendance masculine, l'autre à tendance féminine, alanguies au clair de lune, se fondre l'une dans l'autre. Les angles épousent les courbes, le poison se répand sur l'épée, la douceur se love dans la rudesse. Je contemple désormais cette créature endormie, éclairée par les lumières de la ville qu'elle surplombe dans la moiteur d'un soir d'été. La romance est consommée. Alors que la vision prend fin et se dissipe, j'entreprends de m'asseoir et de regarder autour de moi. Chacun des participants est plutôt silencieux et il n'y a pas moyen de se discerner les uns des autres dans l'obscurité. Et pourtant, d'une façon encore inexplicable pour moi, je ressens le besoin de me diriger au centre de la pièce. Et alors que je commence à me déplacer, une autre participante, diamétralement opposée, en fait de même. Sans un mot, comme si nous avions quelque chose à nous transmettre, nous nous rejoignons au centre de la pièce. Face à face, elle s'agenouille, et je pose mon front près de ses genoux. Elle pose alors ses mains sur ma tête, et à ce moment c'est comme un foudroiement, un éclair venu du ciel qui traverse le corps de cette femme, puis le mien, avant de terminer sa course dans le sol. Sa respiration semble confirmer que nous avons tous les deux vécu la même chose, mais elle n'en dit rien. Elle s'approche simplement de mon oreille et me dit, tout doucement, « L'important, c'est que tu apprennes à t'aimer. » Je relève la tête, je la remercie, et sans plus de paroles, nous retournons chacun à notre place. Le lendemain, de retour vers Paris, j'essayais tant bien que mal de mettre des mots sur mon expérience. Je sentais que j'allais mieux, que mon corps s'était délesté de lourdeurs émotionnelles et que physiquement, je me sentais plus léger. Mais mon esprit, lui, était rempli de questions. Qu'est-ce qu'il s'était passé ? D'où lui venait cette romance, si triviale qu'elle aurait pu sortir d'un roman de gare et pourtant tellement puissante émotionnellement ? Et puis, quelle chimie s'était opérée pour que cette participante et moi-même nous rejoignions au centre de la pièce afin de pratiquer à deux cette sorte de prière ? Comment expliquer tout ce qu'il s'était passé ce soir-là ? Il est souvent périlleux de se lancer dans une explication de l'expérience de l'ayahuasca, tant celle-ci est étrangère à notre civilisation. Aux yeux de ceux qui ne savent pas de quoi on parle, on a vite fait de tomber dans le mysticisme, l'incompréhensible ou le farfelu. Et donc l'idée de me taire traversait mon esprit. Mais malgré cette appréhension, je comprenais que si je ne tentais pas une analyse de cette expérience, eh bien elle ne resterait qu'un trip égoïste, une simple idée dans ma tête,
au lieu de peut-être contribuer à l'image collective que l'on se fait du monde. Une fois de plus donc, je décidai de m'aventurer à une petite explication. Par l'étrange chirurgie qu'elle semblait opérer dans une partie invisible de mon être, il semblait que l'ayahuasca avait abattu en moi des cloisons qui cachaient ce que j'avais besoin de voir avec plus de clarté. Ces cloisons, elles portent des noms divers et variés. L'ego, la culture, la peur, le cynisme, la politesse, bref, les outils que l'on utilise collectivement pour façonner notre perception du réel. Ce sont ces outils qui nous permettent de le structurer, d'y augmenter nos chances de survie, notre efficacité et notre accès au confort. Mais il m'apparaissait désormais évident que ces mêmes outils dénaturaient certaines forces élémentaires de l'esprit humain. Et la nuit qui venait de se passer m'avait permis de faire émerger l'une d'entre elles, qui s'était caractérisée par cette apparition de Aphrodite, dans sa forme la plus originelle. La forme qu'elle avait dû avoir lorsque l'on érigeait des temples à sa gloire. La forme qu'elle avait dû avoir avant que le dogme, l'ordre social et le cynisme s'en emparent, pour la tourner en dérision, la neutraliser et enfin la faire disparaître derrière les images distordues du mercantilisme et de la pornographie. Ce qui était étonnant, c'est que cette perception individuelle se mêlait à l'esprit du collectif, puisqu'elle survenait simultanément au moment du mouvement MeToo, auquel elle semblait faire parfaitement écho. En définitive, je ne pense pas que l'ayahuasca ait fait de moi une meilleure personne comme par magie, même si les psychédéliques ont assurément quelque chose de magique. Elle m'a simplement permis, le temps d'une nuit, de faire un pas de côté hors de ma culture, et d'ainsi entrevoir le monde sous un angle plus vaste. Un élargissement de mon spectre de conscience s'était opéré, et je comprenais qu'il finirait tôt ou tard par se réduire à nouveau, mais qu'il en resterait une leçon, une mission à accomplir dans le monde physique. Cette mission, elle n'était pas tout à fait claire, mais elle avait quelque chose à voir avec le fait de rendre leur sacrement aux forces élémentaires, et par extension de liquider les fausses idoles qui parasitaient mon esprit, ainsi que celui de mon environnement. Et c'est désormais ce à quoi je décidais de m'employer.